C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Rendez-vous manqué vendredi dernier. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour débattre de certaines questions d'actualité. Et puis, comme première question, c'est bien celle-ci, la lutte contre la corruption sous la rupture. L'espoir est-il permis? Nous répondrons à cette question à travers donc les analystes politiques présents sur ce plateau, mais également nous aborderons une deuxième question, pour ne pas dire un deuxième sujet, sublimation de la vie des personnes en situation de handicap. Le gouvernement Talon a-t-il comblé les attentes? On aura le temps de parcourir quelques décisions prises afin donc de pouvoir apprécier à juste titre ces décisions prises par rapport aux personnes vivant avec un handicap. Voilà un peu l'ossature de cette émission, les questions dont on va débattre au cours de ce numéro du Forum des rédactions. On va observer une courte pause avant que je ne vous présente les débatteurs. Eh bien, retour dans ce studio. À ma gauche, c'est Marc Goudianou. Bonjour Marc. Oui, bonjour Maurice. Bonjour à tous nos amis internautes, à tous les téléspectateurs d'Eden TV et aux auditeurs et auditrices de Diaspora FM. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, analyste politique et directeur de publication du journal Info au Zénith. À ma droite, Laurent Toniquez. Bonjour. Maurice Agua, bonjour. Marc Goudianou, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes d'Eden TV, bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, on va aborder donc le premier sujet, la lutte contre la corruption sous la rupture. L'espoir est-il permis? Selon les journaux parcourus tout au long de cette semaine, c'est à croire qu'il y a quand même une situation déplorable où l'on constate que des gens continuent de poser des actes déplorables en matière de corruption, en matière de détournement, et puis malgré la présence de la criette qui ne cesse de faire son travail au quotidien, on dirait que certains Béninois n'ont pas peur de cette lutte enclenchée contre la corruption depuis 2016. Bien que les années avant, un président, pour ne pas désigner Thomas Boni-Yayi, a marché contre la corruption et avant que la corruption ne soit véritablement assise. Mais depuis quelques années, on constate quand même que ceux qui posent ces genres d'actes sont donc interpellés, mais on constate que ça ne fait pas peur. On a connu l'affaire Anat Gate, on a connu plusieurs autres affaires. On nous parle de la SB2E, encore que les communications suivent à la une des journaux. Laurent Roland-Toniquez, peut-on espérer que la lutte contre la corruption sous la rupture puisse connaître véritablement des avancées? Est-ce qu'aujourd'hui, des choses ont été faites, des choses sont appréciables par rapport à la lutte contre la corruption? Merci Maurice Agua. Je crois qu'on n'a pas de raison d'être pessimiste en la matière pour ce qui concerne la lutte contre la corruption. Nous avons bien des raisons d'être optimistes parce que, oui, en finir avec la corruption, c'est assainir les finances publiques, c'est essayer de donner un coup de pouce, un coup d'accélérateur à tout ce qui est comme dynamique insuffisante depuis 2016. Et d'ailleurs, depuis 1990, bien évidemment, n'eût été cette situation de malversation financière, de corruption, on aurait peut-être atteint un niveau en termes de croissance économique, en termes de développement dans bien des domaines. Et donc, oui, quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, peut-être parfois on semble perdre l'espoir parce que quand on voit que le prédécesseur de Patrice Talon a marché, a organisé la lutte contre la corruption, et que malgré ça, sous son régime, on a eu les gros dossiers d'éléphants blancs, de scandales, le musée de la corruption, Maria Gleta 1, un certain nombre de choses, et qu'aujourd'hui, Patrice Talon, depuis 2016, dise qu'il veut rompre avec les anciennes pratiques, et que malgré qu'il l'ait dit, et que
bien qu'il soit là et qu'il montre le chemin des sanctions en installant la criette, par exemple, en mettant en place, puisque vous imaginez, il y a beaucoup de structures qui étaient peut-être, quand vous prenez le CRC, par exemple, aujourd'hui, ça existait depuis Boni-Yayi, mais l'opérationnalisation de cette structure, c'est sous Patrice Talon. Et donc, il faut lui décerner sur cette aussi. Quand on voit la création de la criette, qui, en tout cas, dès les débuts, était traité de cours spécial pour peut-être faire peur aux opposants. Aujourd'hui, on constate que la criette tape dans tous les dossiers, met la main dans tous les dossiers, veut voir clair dans toutes les structures d'État. Donc, quand on voit tout ça, là, il y a la volonté politique qui est affichée. Seulement que le véritable problème, ce n'est plus la volonté politique, parce que la volonté politique nous montre le chemin, mais il se fait que le problème, c'est les Béninois. C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est Magou Dianou, c'est les enseignants, c'est les cadres dans le ministère, c'est les députés, c'est les ministres qui doivent comprendre qu'au fond, chacun de nous, nous venons pour faire quoi? Servir et non nous servir. Mais aussi longtemps que les gens se diront qu'ils viennent pour se servir, c'est que c'est très vite arrivé qu'ils tombent dans des dossiers de malversation, de corruption pour se tacher les mains. Donc, je crois qu'on a bien des raisons de continuer à être optimiste, mais en tirant l'attention des gouvernants sur les problèmes qui existent. Quand vous avez, en introduction, vous avez parlé de la NAT Gate, qui vous souviennent. On a beaucoup de dossiers, d'ailleurs même sous ce régime-là. Et en réalité, c'est les cadres nommés par Patrice Talon devraient être ceux qui doivent montrer l'exemple pour nous montrer réellement qu'il y a une rupture par rapport au passé. Mais malheureusement, on constate qu'il n'y a pas pour autant de rupture à bien des niveaux. Cela suppose que ce n'est plus le problème de la tête en réalité. Parce que parfois, on dit dans notre langue, mais aussi non. Quand les gens finissent de semer le bordel un peu partout, on viendra mettre ça sur la tête de Patrice Talon. Parce que qu'on ne le veuille pas, c'est lui que les Béninois ont élu en 2016 et c'est lui qu'ils ont réélu en 2021. Donc à la fin, en 2026, c'est à lui de demander des comptes. Et c'est pourquoi il doit aller et prendre les dossiers au sérieux, aller au fond des dossiers et montrer que ce n'est pas une justice sélective, mais une justice qui tienne compte de tous ceux que vous soyez de la mouvance de l'opposition, que vous soyez proche parent, lui ou pas, il doit pouvoir, c'est-à-dire aller jusqu'au bout pour que les sanctions tombent. Et donc la justice aussi doit faire son travail. Et quand je dis ça, c'est que, vous savez, quand il y a des dossiers en instance et que les dossiers n'aboutissent pas, qu'on n'a pas de suite, c'est que les gens se disent, mais écoutez, il y a du deux poids, deux mesures. Si les autres ont fait et qu'on ne les a pas inquiétés, et parce qu'aujourd'hui ils sont encore à côté du chef, c'est qu'ils se disent, bon, si je le fais, compte tenu de ma proximité avec le chef, si je le fais, c'est que je peux avoir une couverture, ou bien je peux avoir une situation atténuante. C'est de ça que je parle. Par exemple, quand je prends les dossiers, les gros dossiers qui avaient eu lieu sous Boni-Yayi, que à tort, c'est-à-dire ou à raison, les gens ont attribué ça à Boni-Yayi pour envoyer en Boni-Yayi le seul homme pourri, chef d'État pourri depuis 90 ou depuis 60 au Bénin. Et pourtant, c'est des cadres qui l'ont accompagné, qui ont fait ce travail. Quand je prends le musée de la corruption ou le musée de la honte à l'entrée de Porte-Nouveau, c'est des gens qui ont fait ça avec Boni-Yayi. Ils sont où? En grande partie. Ils sont là. Et ils circulent à la barbe de tous les Béninois. Ils se foutent pas mal de nous. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont du bon côté. PPA 2 dans ce pays, on a parlé. Après, on a appris que le Bénin a remboursé. Le Bénin a remboursé avec quels sous? Les sous du contribuable. Mais ceux qui sont impliqués dans le dossier, où sont-ils? Ils sont là. Ils circulent allègrement, ils sourient, ils font leur vie, ils font leur java. On s'en fout. Quand vous parlez parfois, même si vous ne savez pas faire, ils sont capables de vous assigner en justice pour dire que vous dites n'importe quoi sur leur vie. Oui, mais un non-lieu a été prononcé. Mais de toute façon, à un moment donné, il y a un problème. C'est-à-dire, je ne vais pas polémiquer sur les décisions de la justice. Mais je sais que vous et moi, nous savons qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'argent de l'eau des populations, les gens qui continuent de boire de l'eau de Marigot, l'argent a été détourné à un moment donné. Maintenant, le Boni-Yayi a demandé qu'on lève l'immunité d'un député ou d'un ministre à l'époque. Et ça a échoué. Mais c'est devant les Béninois. Quand on parle aujourd'hui, quand je vois un député de la mouvance aujourd'hui prendre la parole pour dire Maria Gleta 1, qu'est-ce que ça a rapporté? Mais qui sont ceux qui ont géré Maria Gleta 1? Mais sortez les images. L'ORTB, c'est le service public. Mais sortez les images de ceux qui ont lancé Maria Gleta. Quand Boni-Yayi posait la pierre, qui était avec lui?
Quand ils ont inauguré, qui a inauguré avec lui? Qui était ministre de l'énergie à l'époque? Donc le ministre de l'énergie a les mains propres et que c'est seulement le président de la République. Qui était DGSBE à l'époque? Mais sortez-nous les dossiers. Quand c'est comme ça et que les gens voient qu'il n'y a pas de sanction et que les gens, parfois, parce qu'ils le font, ils savent qu'ils sont coupables, mais puisqu'ils chantent la gloire du chef à tout moment, ils sont protégés. Les petits bonnets, parce que c'est les gros bonnets, les petits bonnets vont continuer à avoir la mauvaise pratique. Quand je prends le cas tout dernièrement, sous Patrice Talon, de Carlos Adorano, on nous dit qu'il a vidé les caveaux de l'État, les caveaux. Écoutez, ce qu'on dit, c'est assez sérieux. 4 milliards parfois, on dit 16 milliards. Le gars aurait cité des noms. Après, quand on a appris qu'il a cité des noms, silence radio. Il est en prison, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et on dit que le dossier est toujours en instruction. Faut-il faire 10 ans? On a vu comment est-ce que Ricky Amadougou et Joël Yvon ont été très vite jugés. Donc, je pense que le vrai problème, c'est à ce niveau. Quand on va commencer à taper fort sur ces dossiers, vous allez voir que les gens vont se ranger. Mais si les gens pensent qu'au nom d'un soutien politique, d'autres peuvent continuer à avoir la couverture, ces personnes vont commencer par chanter tous les matins la gloire du chef au pouvoir sur les radios, stations radio, sur les plateaux de télévision, pour espérer que, bon, même si je fais mal, on va me protéger. Et d'ailleurs même, on a bien vu des dossiers où les gens sont allés en prison, ou parfois, vous faites bien de dire qu'il y a un non-lieu. Donc, ce n'est pas en réalité les arrêtés même qui est le problème, c'est la finalité même du dossier. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pourtant, les gens sont conscients qu'ils sont coupables. Ils sont conscients que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Et d'autres sont conscients que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Mais pourtant, ils circulent. C'est eux qui vivent bien. Et le peuple continue de croupir dans la misère. Donc, je crois que c'est des signaux. Quand on voit ces trucs-là, ça ne peut pas cesser la corruption. Ça ne peut pas cesser la mauvaise gouvernance. Mais dès qu'on va commencer à prendre les vrais dossiers à bras le corps, qu'on va aller au bout des dossiers, je crois que ça va changer quelque chose chez le Béninois lambda. Très bien. Autrement dit, Laurent Roland Tonneikes propose que lorsque dans ces affaires-là où des personnes concernées dénoncent des autorités à quelque niveau que ce soit, qu'il va falloir faire de la lumière pour décourager les autres. Et quand même, je me tourne vers vous, Marc Goudianou, le chef de l'État a quand même montré sa volonté d'éradiquer ce phénomène qu'est la corruption. C'est vrai, moi, il faut remarquer que, est-ce qu'à l'étape, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'étape à laquelle nous sommes, est-ce que la volonté seule suffira pour éradiquer la corruption qui gangrène le Bénin depuis fort longtemps? Lorsqu'on en revient par exemple aux différents scandales qui ont eu cours lors de ce régime, ou que ce soit au régime passé, Laurent l'a déjà assez explicitement dénoncé, c'est qu'il y a un problème de mentalité au niveau des Béninois, d'accord, pour qu'on puisse savoir que lorsqu'on me confie la chose de l'État, la chose publique, ce n'est pas forcément pour que j'aille m'enrichir, c'est un devoir pour moi, d'accord, citoyen, d'aller quand même aider l'État ou bien le pays à atteindre un niveau donné. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tous les Béninois, lorsqu'on te confie un poste de responsabilité, on se dit, la première des choses que je dois chercher à faire, c'est comment me remplir les poches. Et c'est ça qui pose le réel problème. Même si le chef de l'État n'a pas de quelle volonté et qu'il est entouré que des mêmes, parce que lorsque vous analysez, laissons même au niveau des différents cadres qui existent, au niveau même de la branche armée qui entoure le chef de l'État, politiquement parlant, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui ont travaillé avec l'ancien régime, avec tous les scandales que l'ancien régime a eus. Ce sont les mêmes qu'on retrouve autour du chef de l'État. Le chef de l'État, il ne peut pas avoir les yeux partout. Il ne peut pas avoir les oreilles partout. Même s'il y a un service de renseignement qui travaille, n'oublions pas que ce service de renseignement travaille également sous l'autorité d'autres personnes. De quelqu'un. De quelqu'un. Donc, ça veut dire que les informations sont filtrées et c'est ce qu'on veut que le chef de l'État entend. Et il ne pourra pas tout entendre. Vous savez, pour pouvoir, qu'est-ce qui a amené à ce que l'on puisse, par exemple, demander à ce que les expatriés viennent occuper certains postes de responsabilité ici? C'est parce qu'il y avait mauvaise gouvernance, il y avait des dossiers de corruption qui venaient. Mais malgré qu'on ait fait appel à des expatriés, il y a toujours des scandales qui sont là.
ça veut dire que le problème n'est pas à ce niveau-là. Et qu'il faille sûrement au chef de l'État et à tous ces cadres techniques qui travaillent avec lui, à ce qu'ils réfléchissent à un système qui serait plus renforcé afin de permettre à ce que ce fléau soit réduit. Parce qu'une chose est sûre, on ne peut pas totalement finir avec la corruption, que ce soit dans n'importe quel État. La corruption, ça existe partout. Ce qu'on demande beaucoup plus, c'est la réduction du taux de corruption dans les pays. Mais si ceux qui doivent s'ériger en donneurs de leçons, ceux qui doivent être des exemples, d'accord, en ce qui concerne la corruption, qui sont encore des parents, d'accord, quand je dis des parents qui ont des enfants, qu'ils éduquent également, si ceux-là s'érigent en maîtres en matière de corruption, j'imagine quel héritage ceux-là vont donner à leurs enfants. Et ces enfants sont devenus quoi? Donc ce n'est qu'une chaîne qui se suit. Parce que lorsque vous restez là, vous occupez un poste de responsabilité et que vous passez tout votre temps à amasser des trésors de la corruption et que votre enfant qui a grandi auprès de vous se dit que c'est la norme des choses. C'est le minimum des choses qu'on doit faire lorsqu'on occupe un poste de responsabilité. Donc lui-même, dès qu'il sera DG, dès qu'il va finir, il se dira que mais attends, si papa a pu s'enrichir pour nous éduquer, pour nous envoyer dans les grandes écoles, à l'extérieur, un peu partout, c'est parce qu'il a pu voler l'État. Donc moi-même, dès que je vais revenir au pays, je vais m'installer. Donc je pourrais faire même pour ma progéniture. Alors donc c'est cette mentalité qu'on va devoir corriger. Et le corriger, c'est très difficile. Parce que ça va être corrigé en commençant par la base. Nous-mêmes, à la maison, nos enfants, comment nous les éduquons? C'est de là qu'il faut partir. Comment nous les éduquons? On doit leur donner quand même des bases solides en ce qui concerne le vol, la corruption, ce qu'il ne faut pas faire, un certain nombre d'équités qui va leur permettre quand même, en grandissant, ils gardent ces valeurs-là, avec forcément la crainte de Dieu également, qu'ils gardent ces valeurs-là pour savoir que à un moment donné, lorsqu'on me confie un poste donné, ce n'est pas forcément pour me servir, pour me remplir la poche, mais on me donne ce dont j'aurai droit de façon légitime. Et c'est ça qui est mon gain. J'ai travaillé pour ça et j'ai droit à obtenir cela. Mais lorsqu'on va commencer par éduquer nos enfants de la sorte et qu'ils vont grandir, ce n'est qu'avec ce seul espoir-là qu'on aura un peu de chance de pouvoir changer un peu la mentalité des gens. Parce que lorsqu'on ne le fait pas, si à un moment donné, même les enfants de ces grands hommes qui s'enrichissent sous le dos de la corruption et qui grandissent, même quand les enfants vont grandir et qui vont cohabiter avec peut-être nos enfants, si nos enfants n'ont pas cette mentalité forte, cette éducation forte avec la crainte de Dieu, ils vont tomber encore dans le même panneau. Parce que lorsque vous fréquentez de gens mauvaises, vous êtes obligé de peut-être copier quelques-unes de leurs habitudes. Donc, c'est un problème qui est très, très enraciné. Le mal est très profond. Aujourd'hui, moi, vous savez, quand on a commencé par avoir l'affaire des cybercriminels dans le pays, j'ai constaté qu'en réalité, nous avons différents types de criminels qui sont très répertoriés. D'accord? Qui sont très répertoriés. Nous avons ces cybercriminels, je ne dirais pas des cybercriminels, mais qui sont ces criminels financiers, qui sont tapis, d'accord, dans nos ministères, dans nos directions, partout, un peu partout, même dans les hauts lieux, d'accord, de la gouvernance, qui sont bien tapis là, qui s'enrichissent, qui volent, qui détournent, d'accord? Il y en a plein comme ça. Mais eux, ils ont au moins la loi du plus fort, ils ont la sécurité d'être protégés, de circuler librement, de faire ce qu'ils veulent dans le pays. Mais de la même façon, nous avons ces cyber peut-être criminels, d'accord, qui, normalement, bon, ils n'ont personne, qui se disent ces jeunes qui n'ont pas d'emploi peut-être, ou qui trouvent des alibis pour pouvoir se mettre à ce métier-là, qui également font presque la même chose, d'accord? Et en dehors de ça, nous avons les petits voleurs de quartier qui viennent braquer nos pauvres mamans ou bien nos pauvres maisons également. Donc, tout le lot, ils sont tous mélangés. Jusque par la force des choses, certains sont plus nantis, et par le pouvoir de l'argent, par le pouvoir des relations, d'accord? Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Sinon, en réalité, ces cadres qui détournent, par exemple, d'accord, des centaines de millions, et le cybercriminel, attendez, vous pensez qu'ils sont différents l'un de l'autre? Ils ne sont pas différents. Moi, je les traiterai au même type, même tabac, même pipe, même tabac. Ils sont pareils. Parce que l'autre a volé, l'autre également a volé. Donc, du coup, la société a tellement fait les choses de telle sorte que l'on voit la personne qui est plus protégée, qui a plus les moyens, qui peut-être travaille, qui va à un boulot, qui revient. On voit qu'il a la protection nécessaire qu'il faut. Donc, c'est lui accordé. Voilà, donc on n'a pas un jugement en tant que tel sur lui, mais l'autre qui vole, bon, lui n'a aucun soutien. Et même quand vous allez devant la justice, les gars, ils peuvent autant voler,
mais parfois même, ils ont des bras bien armés là-bas qui les protègent de telle sorte qu'ils ne vont pas faire assez de temps en prison devant les voir sortir. Bien que la volonté de la criette soit là, au début, on avait cru qu'effectivement la criette était là pour uniquement les hommes politiques, mais la criette est en train de faire un boulot. Crime économique. Exactement, qui est non négligeable. Mais là où il y a le petit bémol, c'est quoi? Il y a des affaires qui sont en instance telles que le dossier à Douanou, par exemple, où c'est des dossiers où on doit aller au fond, où des noms ont été cités, des enquêtes doivent être menées. On dit, c'est en instruction. L'instruction, ça ne finit jamais au Bénin. Quand on vous dit un dossier en instruction, attendez-vous, c'est fini. Attendez-vous à 50 ans, on n'en parlera presque jamais. Ah bon? On n'en parlera presque jamais. Donc, ça veut dire que ceux qui sont concernés par ces dossiers, ce sont des gens qui sont protégés. Et que le pouvoir le veuille ou non, ils sont protégés par le pouvoir. Parce que si le pouvoir veut vraiment, et que si le chef de l'État a cette volonté vraiment, il a les moyens de le faire. Il a les moyens de clarifier ces choses. Mais parfois, peut-être que ces dossiers, ça touche à des gens qui sont peut-être des proches du pouvoir, ils sont des proches du chef de l'État. Donc, on ne veut pas aller au fond parce que, bon, on sait, parce que tout le monde mange. Donc, les têtes peuvent tomber. Voilà, les têtes peuvent tomber. Et puis, tout le monde mange, ce n'est pas... Vous allez remarquer qu'il y a un petit changement au niveau du comportement des Béninois et même au niveau du comportement des cadres. À un moment donné. Quand on est passé du régime Yahi au régime Talon, vous allez constater que même quand les gens, aujourd'hui, ils sont dans les malversations et autres, ils n'affichent plus trop leur train de vie excessif. D'accord? Ils sont un peu plus discrets aujourd'hui. Ils sont un peu plus discrets. Ce qui fait que c'est pas pour rien qu'on trouve de l'argent dans les maisons. Parce qu'à un moment donné, les gens ne peuvent pas aller déposer les sous qu'ils ont volés à la banque. Oui, donc, il y a une traçabilité. Donc, ils sont obligés de les cacher. Et ils ne veulent pas également trop construire les grosses maisons comme ils le font d'habitude un peu partout. C'est pas vanné. Mais ils les construisent dans des lieux un peu reculés, un peu cachés. Voilà. Même, ou bien quand ils veulent le faire, ils le font sous couvert. Ils se font passer pour des pauvres aujourd'hui. Exactement, ils se font passer pour des pauvres aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je crois que le plus grand problème au niveau de la corruption, c'est qu'il faut avoir la volonté, c'est vrai. Il faut mettre les moyens, d'accord, à ceux qui vont faire cette lutte. Mais néanmoins, il y a encore le problème de mentalité qui est là, qu'il faut forcément corriger. Parce que ceux qui volaient hier, ceux qui étaient mêlés à des malversations hier, par le pouvoir d'hier, ils se retrouvent également parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui. Donc, s'ils se retrouvent également parmi ceux qui gouvernent aujourd'hui, moi, je ne vois pas pourquoi le chef de l'État même va s'étonner de voir qu'il y a de ces cadres-là qui volent. Parce que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui sont à divers niveaux. Les grands cadres, ce sont les mêmes qui sont à divers niveaux. Alors, si ce sont les mêmes qui volent, qu'est-ce qu'il faut faire? Même on est allé chercher l'expertise d'ailleurs qu'on est amené. Mais l'expert que vous avez amené d'ailleurs pour travailler, l'expert que vous avez amené, il ne peut pas travailler seul. Il doit travailler avec les cadres à divers niveaux qui sont dans les sous-secteurs. Et ce sont eux qui sont vraiment au contact, d'accord, des marchés, des business qui regroupent le secteur public et autres. Donc, ils vont toujours voler. Et le cadre qui vient, il ne peut pas avoir les yeux partout non plus. Et ça dépend. Lui-même qui est venu et qu'on a fait amener. Mais il veut de l'argent. Et il ne connaît pas peut-être le pays, si c'est un expatrié. Il ne connaît pas nos façons de dribbler les gens, de manigancer des choses qu'il ne maîtrise pas. Ça ne résout pas le problème. Il faut la volonté, il faut mettre les moyens à disposition. Moi, je me demande, hier, quand j'y pensais, je me dis, mais c'est vrai qu'on a eu la volonté d'aller amener des experts, des cadres d'ailleurs, d'accord, pour diriger certaines sociétés. Pourquoi ne pas, si vraiment le chef de l'État veut vraiment lutter réellement contre éradiquer la corruption, tel qu'il le dit, et qu'il a vraiment cette volonté, et qu'il ne joue pas un double jeu avec la population, d'accord, en protégeant ses proches, pourquoi ne pas aller commettre un cabinet d'audit international pour venir faire des audits, même au niveau des ministères, au niveau des directions, pour comprendre, c'est-à-dire, le cabinet vient faire son travail pendant une période donnée, d'accord, et il donne la largesse même au cabinet de publier les résultats. Quand il va le faire, je vous jure, je ne sais même pas ce ministère qui sera épargné de scandales. Il n'y en a même pas. Je ne vois même pas cette direction. Parce que les scandales, il y en a partout. Juste qu'on a remarqué que c'est quand ça arrive à un niveau donné. Ou bien peut-être si toute la chaîne n'a pas pu, si les bouches de toute la chaîne n'ont pas été mouillées, si toutes les bouches n'ont pas été mouillées, peut-être à un moment donné, il y a certains scandales qui sont révélés. Sinon, en réalité,
le Bénin est toujours pourri. Hein. Rien n'a encore changé chez les Béninois. Wow. Rien n'a encore changé. Les habitudes, ça demeure. Wow. Circulez, vous verrez. Wow. Vous venez de sortir une phrase très forte. Le Bénin est toujours pourri, les habitudes n'ont pas changé. N'ont pas changé, les gens sont restés un peu juste discrets seulement. On va glisser vers les solutions. Ils sont restés un peu discrets, que faut-il alors, Laurent Roland Toniquez, véritablement, pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on ne puisse pas continuer par donc parler de la lutte contre la corruption, que ça rentre dans les habitudes des générations à venir, que les gens comprennent que nous devons travailler et que ces actes-là que nous posons nous arrièrent notre pays. Comment peut-on y arriver? Avant de répondre à votre question, permettez que je revienne sur la dernière partie de l'intervention de Marc pour dire que oui, rien n'a changé pour autant. Quand on veut le changement, il faut changer les têtes. Qui sont ceux qui sont en train de servir Patrice Talon aujourd'hui? C'est les mêmes qu'on a vu servir oui, mais on ne pouvait pas inventer d'autres, non, puisque ce sont eux qui étaient... Non, en fait, c'est une question d'amitié dans le temps, de copinage dans le temps, qu'on a transformé, qu'on a transposé en politique. C'est les gens qui se connaissent depuis les années 90. Et vous savez mieux, si Patrice Talon, au début, a pu attaquer certains secteurs, c'est parce que quand il n'était pas dans le milieu, il soudoyait ceux-là, il travaillait avec ceux-là, et il connaissait peut-être le circuit. Leur mode de vie. Il connaît leur mode de vie. Donc quand il est venu, il sait que ceux-là, c'est comme ça ils fonctionnent. Il faut que je les attaque pour couper au moins la censure là. Peut-être que je l'attaque à tel niveau pour couper. Non, peut-être que lui aussi, il avait été victime de la mauvaise pratique des cadres béninois. Parce qu'en fait, de pas avoir cet avantage, les gens lui exigeaient cette chose. Quand il est arrivé, il connaît un peu le fonctionnement, il est rentré dedans, il a tapé fort, on a commencé à crier. Et puis il est arrivé à une époque où on a érigé la corruption en règle, on dit qu'il faut déposer la pierre sur le papier. Et aujourd'hui, avec la dématérialisation quand même, il faut reconnaître qu'on s'est éloigné véritablement de cette pierre. Avec la dématérialisation, il arrive que, comme la dématérialisation, c'est un problème technique, d'accord? Donc, lorsque vous demandez le truc de façon technique et qu'il y a des erreurs, qu'il y a des choses à corriger, allez, faites un tour et allez demander. Vous êtes obligé d'aller. Et quand vous allez là-bas... Mais attention. Attendez, voir. On va pas citer des noms, on va pas dire des choses ici. Je sais que... Mais dites, c'est pour ça qu'on est là. Justement. Attendez, voir. C'est pour ça qu'on est là. Payer peut-être le double de ce que vous avez déjà payé. Parce qu'on se demande si l'espoir est-il permis. Donc c'est pour ça qu'on est là. Si on va dématérialiser pour éviter les contacts, pour éviter la corruption et que on va toujours y aboutir, il faut donc dénoncer les choses pour que les choses soient améliorées. Je reste positif, moi, je dis l'espoir est permis. Et quand il dit que l'espoir est permis, alors il faut proposer des solutions. Les solutions, d'abord, c'est diligenter des audits dans toutes les structures, d'abord. Quand je prends le ministère des enseignements maternels et primaires, et qu'une année scolaire commence, et que c'est pratiquement vers la fin de l'année qu'on donne les subventions aux écoles, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on a voté un budget. Et est-ce que c'est le ministère des Finances qui a bloqué? Allez chercher à savoir. On apprend que dans ce ministère, la PRMP est suspendue pour irrégularité. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, des audits à tous les niveaux pour voir ce qui ne va pas. Et quand ça ne va pas et qu'on a des noms, publiez-nous les listes. Marc l'a dit, sortez les listes, qu'on sache qui est qui fait quoi. Parce que les gens parfois veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Et c'est cette volonté ou cette ambition de mesurer qui conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y a pas meilleure solution que de faire des audits, publier les résultats et sanctionner. Ne pas sanctionner sans état d'âme. Ne pas tenir compte des affinités. C'est ça. Parce que tenir compte des affinités constitue un frein pour la lutte contre la corruption. Un grand frein. Hein. Ça ne pourra jamais régler le problème. Les gens se partageaient les marchés depuis un bon moment. Sous Boni, ils se sont fait ça. Et sous Patrice Talon, maintenant, ils se connaissent. Il y a des sécus. Il y a des gens qui ont monopole sur tous les marchés. Dans des ministères ou dans des structures d'État. C'est eux ou rien. Attendez, ne vous hasardez pas aller là-bas. Le jour où vous allez là-bas et que vous faites l'erreur et que votre dossier est bon plus que celui qui a le monopole, mais vous subissez tous les déboires. Vous avez tous les problèmes possibles. Parce que les experts ou ceux qui sont chargés des marchés publics, à un moment donné, ils sont face à une réalité. Ils sont obligés de vous choisir. Et là, attention, eux d'abord, ils subissent la colère de cette personne qui est peut-être protégée par quelqu'un d'autre. Et puis après, vous-même, on peut vous commencer à vous créer des ennuis. Et beaucoup d'entreprises ont eu ces problèmes aujourd'hui. Oui, avec les fiscs. Oui. Et aujourd'hui, beaucoup ont dû mettre la clé sous paillasson.
Et il n'y a qu'une minorité parfois à tous les niveaux qui gagne tous les marchés dans ce pays aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on va continuer avec ça, la fin de la corruption, ce n'est pas pour demain. Mais je garde espoir, je ne suis pas pessimiste. Parce que quand vous gagnez les marchés par affinité, par clientélisme, ça veut dire que vous n'allez pas forcément fournir le matériel qu'il faut. Vous allez surfacturer, vous allez faire beaucoup de malversations parce que vous avez eu le marché par amitié, par affinité. Donc vous savez que bon, le marché, c'est revenu à la maison. Donc vous faites comme vous semble. Il y a des marchés même qui n'ont jamais été exécutés, mais dont les budgets ont été dépensés, ont été finis. Or, des marchés qui n'ont jamais été exécutés. Donc il y a tant de scandales. Moi je dis, c'est parce que certains proches du pouvoir sont protégés par le système, que certains scandales ne sont pas révélés. Si on devait révéler tous les scandales qui sont liés à la corruption, je vous dirais qu'on ne fait pas grand pas. On marche à pas de tortue pour la lutte contre la corruption. On marche à pas de tortue. Même si on sent, peut-être pour les Béninois lambda, qui vont sentir peut-être qu'une lutte est réellement faite, mais pour nous, éclairés, on ne peut pas nous dire que la lutte contre la corruption avance en tant que telle. Ça n'avance pas. L'espoir est-il permis? Parce qu'on sait. L'espoir est-il permis? Je vous l'ai déjà dit, le seul espoir qui soit permis, c'est que, et qui est presque impensable, c'est que le chef de l'État se sépare de ces vieux hommes politiques qui ont toujours gangréné la corruption, d'accord, qui ont toujours gangréné le système de corruption, qui ont toujours encouragé cela au fil du temps, qu'on commence par éduquer nos enfants dès le bas âge, à corriger un peu leur mentalité pour qu'ils savent, qu'ils aient le sens de la responsabilité, le sens de la chose d'État. Et ce n'est que dans cette seule optique-là que nous pouvons peut-être avancer un peu. Parce que sinon, on a tout le système qui est mis en place pour lutter contre la corruption. On a tout le système. On a les inspections qui sont là. On a la cour qui est là, la CRIED qui est là. Donc, qu'est-ce qui nous manque en réalité? On a la volonté du chef de l'État, mais le chef de l'État qui est même ralenti dans ses élans, peut-être pas ses proches qui sont mêlés à ces malversations, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'accordent plus trop de crédit à tout ce qui se dit aujourd'hui dans la presse par rapport au dossier de corruption. Les gens n'y accordent plus beaucoup de crédit. Parce qu'on se dit, ce n'est que parfois même de la manipulation. Même à travers nous, professionnels de la presse, il y en a beaucoup qu'on utilise pour manipuler l'opinion, en y mettant des informations qui ne sont pas totalement vraies. Donc, parce que quoi? Même pour y mettre ces informations-là, on fait quoi à ces hommes de la presse? Il faut les corrompre. Il faut les corrompre, justement. Donc, toute la chaîne y est mêlée. Donc, ça pose un véritable problème de lavage au niveau des enfants, en passant par le bas âge. Il faut commencer par corriger, par l'éducation, éduquer les enfants, leur apprendre le sens du bien public, leur apprendre la crainte de Dieu, d'accord, dans tout ce qu'ils doivent faire, parce que l'argent, vous pourrez beau l'avoir, mais si Dieu décide du jour au lendemain que vous n'aurez même pas la chance de pouvoir bien l'utiliser. On a vu beaucoup de cadres. On a vu beaucoup de cadres, même sous Kérékou, sous Yahi, Laurent peut témoigner. On a vu beaucoup de cadres qui ont été immensement riches sous les dossiers de corruption et autres, qui sont immensement riches. Mais aujourd'hui, dont les enfants ne valent même rien. L'argent est là, mais ils ne valent rien. Ils ne peuvent même pas en profiter. C'est les maladies par-ci, c'est les trucs par-là. C'est comme ça, parce que c'est un bien public. Une chose est sûre, tôt ou tard, là, vous allez payer les prix. Il n'y a rien à dire. Non, en fait, sur la question, si vous permettez, vous savez, les gens détournent, volent l'argent du contribuable, du peuple, et pensent qu'ils se font du bien. Parce que l'argent que vous avez volé quelque part devait servir à construire un centre de santé dans une localité, et à cause de vous, les gens sont morts tout bêtement. Devait contribuer à donner de l'eau dans la localité, à cause de vous, les gens ont bu de l'eau souillée, en sont malades, sont tombés malades, ils sont morts. L'argent que vous avez détourné devait servir à construire des écoles dans une localité, vous avez détourné pour vous-même. Et c'est ça qui fait que parfois, certains parmi eux font des enfants malades, ou même c'est eux-mêmes qui sont malades à longueur de temps et qui font tout le temps des voyages sur voyages. Acheter billet d'avion, aller à Paris, revenir faire, on dit, je sais, faire check-up, tout ça là. Ça les appauvrit. Après la suite, ils deviennent encore plus pauvres après. Et les enfants peut-être, ils envoient parfois leurs enfants en Europe étudier, ils reviennent avec drogue, ils deviennent toxicomanes. Je crois que les gens feraient mieux de comprendre que la nature ne vend rien à crédit. Si vous voulez détourner, que vous savez au fond de vous que l'argent que vous voulez voler devait servir à construire une école quelque part, pardon, ne volez pas.
Parce que si vous ne payez pas, vos enfants vont payer. Et les Béninois qui souffrent dans les localités, qui n'ont pas l'eau, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas d'école, je vous en prie, vous continuez à faire mal à cette population. Et aussi longtemps que ces populations se lèveront chaque matin pour dire je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas de centre de santé, je n'ai pas de médicaments, c'est votre malheur, vous creusez votre propre tombe. Et ça finit toujours mal. Il y en a qui sont plus forts hier. Sous Kérékou, les plus forts, les plus riches, les grandes maisons construites. Aujourd'hui, les maisons sont inhabitées. C'est comme des maisons hantées. Continuez à voler l'argent du peuple. Continuez à construire de grandes maisons. Plus tard, vous allez comprendre que ça ne sert à rien. Plus tard, vous comprendrez que vous avez volé, vous avez amassé, vous avez investi, mais pour du néant par la suite. Je vous en prie, ayez la crainte de Dieu. Très bien, on va passer au deuxième sujet. Il faut le dire en finissant, il faut le leur dire peut-être en langue. Thème 2, sublimation de la vie des personnes en situation de handicap. Le gouvernement Talon a-t-il comblé les attentes? Au Conseil des ministres du mercredi de la semaine dernière, le gouvernement a donc pris certaines décisions dont l'une des plus intéressantes, c'est bien cette décision qui concerne donc les personnes, les mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat au profit des personnes handicapées. Et parlant de ces mesures, désormais au Bénin, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité, mais aussi beaucoup d'autres décisions ont été prises pour donc m'en arrêter là. Makoudjanou, comment avez-vous accueilli cette décision? Vous savez, c'est une décision très louable, il ne faut pas l'oublier, parce que, vous savez, on ne décide pas d'être handicapé. Hein. On ne décide pas d'être handicapé. Certains le sont juste déjà à la naissance. Certains, c'est par accident ou par situation malheureuse qu'ils deviennent des handicapés. Donc, ce n'est pas quelque chose de très facile, d'accord, à garder. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont un peu marginalisés un peu dans la société. Ils ont été suffisamment marginalisés. Il faut le reconnaître. Du coup, ce n'est que justice, ou bon, on ne dirait pas justice, ce n'est qu'une correction qui est en train d'être faite par le pouvoir en place en essayant de faire une meilleure intégration sociale de ces personnes handicapées-là. Parce que, vous savez, moi, j'ai fait une fracture de mon pied gauche à un moment donné. Et j'étais incapable, d'accord, d'aller devenir comme j'avais l'habitude de le faire. Et là, j'ai compris, à un moment donné, j'ai compris combien de fois les personnes handicapées souffrent. Parce que pour moi, c'était passager. Mais pendant ces 3 ou 4 mois de temps, ce que j'ai pu subir, d'accord, vraiment, c'était désagréable. Parce que pour faire le moindre geste, il fallait forcément que quelqu'un m'aide. Pour aller faire ci, il fallait forcément que quelqu'un aille m'aider. Donc, du coup, j'étais tout le temps nerveux. Donc, j'ai compris en réalité, ce sont les frustrations, d'accord, que ressentent également les personnes handicapées, d'accord, sur tous les plans. Parce qu'ils ont cette volonté, mais ils n'ont plus cette capacité de pouvoir quand même faire ce qu'ils doivent faire quand ils le veulent, où ils le veulent. Et aujourd'hui, avec cette loi qui existait depuis 2017 et dont les décrets d'application ont été votés, bon, pas votés, ont été pris maintenant, je crois que ça va corriger beaucoup de choses, ça va leur permettre d'avoir un ouf de soulagement. Je ne vous arrête pas, on voit à l'image déjà, lorsque le président Patrice Talon était en train de donner le ton en faisant des échanges avec les personnes handicapées, il y a plusieurs mois. Et puis,
à sa parole, il a ajouté l'acte comme vous étiez en train de le dire. Et c'est ça qui est très important et qui est louable. Lorsque vous prenez ces dispositions, par exemple, au niveau des facilités d'accès et de réservation en priorité, c'est-à-dire au niveau des activités culturelles qu'on pourrait faire, par exemple, au palais des congrès, à des lieux publics, par exemple. Au centre culturel français, voilà, exactement. exactement. Donc, ils bénéficient également, voilà, des taux de réduction, d'accord, au niveau des prix, des tickets. Ce qui m'intéresse, c'est au niveau des recrutements aussi. Oui, pour rentrer dans les faux un taux de 5%. Il y a un taux de 5%. Qui est imposé, hein, qui sera imposé. Et il y a une majoration de 5 ans sur l'âge. Exactement. Il y a une majoration de 5 ans. Si l'âge de limite est de 30 ans, jusqu'à 25 ans, on peut en prendre. Non, jusqu'à 35 ans. 35 ans, majoration. On peut en prendre, voilà. Si l'âge limite c'est 30 ans, puis une personne vivant avec un handicap, avec 35 ans, on peut quand même postuler. On peut 35 ans, il peut postuler. Et ils ont d'office un quota de 5% qui leur est accordé. Et donc, du coup, si on veut 10 personnes, c'est peut-être... si on veut 20 personnes, c'est au moins une personne qui est sûre de passer quand même au niveau des personnes. Je voudrais profiter pour attirer votre attention sur un fait, parce que nous avons la chance de ne pas être des personnes vivant avec un handicap, mais dans notre société, vous voyez que nous faisons tout comme si les personnes vivant avec un handicap, porteurs de handicap, n'existent pas. Parce que quand on veut construire nos maisons, quand vous voyez les bureaux, normalement, on devrait prévoir des rampes par où ces personnes-là devraient passer quand ils sont dans leur vélo, dans leur tricycle et tout. Mais on voit qu'on ne prévoit pas. Les véhicules de transport, ils doivent être capables de prendre. Parce qu'ailleurs, chez les Occidentaux, vous voyez que quand le bus s'arrête, il y a un passage prévu pour ces personnes-là. Dans notre vie quotidienne, on voit que ce n'est pas prévu. Et c'est comme si ces personnes n'existent pas. Ce qui est choquant même parfois, c'est que vous voyez une personne vivant avec un handicap qui vient dans un lieu, personne n'a le réflexe de l'aider. Vous voyez cette personne, voilà, c'est cette personne qui demande de l'aide, pardon, aidez-moi, avant qu'on ait une aide. Ça devait être un réflexe à tous les niveaux. Quand on voit une personne vivant avec un handicap, on doit avoir le premier réflexe, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et c'est pour ça, ces décrets d'application, je crois que c'est la toute bonne nouvelle pour ces personnes vivant avec un handicap. Il va falloir veiller à l'application stricte de ces décrets, parce que, vous savez, il y a des gens qui continueront à prendre les personnes vivant avec un handicap comme un fétiche. À les regarder de haut. Comme des sous-hommes, malheureusement. Et pourtant, il y en a pas mieux qui sont très intelligents. Très, très intelligents, j'insiste là-dessus. Donc, je crois qu'à ce niveau, il va falloir faire. Au niveau des administrations locales, je crois qu'au-delà du concours que l'État a, des concours nationaux dont on parle, où il y a une marge de 5% qui leur est réservée, je crois qu'on ferait mieux aussi de continuer pour dire, au niveau des administrations locales, par exemple, quand une mairie doit recruter, il faut tenir compte des 5%. Il faut tenir compte des 5%. Et que si, par exemple, c'est deux personnes qu'on doit prendre, une personne qu'on doit prendre, et que surtout, une place d'office. Même si c'est une personne qu'on doit recruter, et qu'on se retrouve dans une situation où c'est une personne vivant avec un handicap, et une personne comme vous et moi, il faut prendre la personne vivant avec un handicap. Parce que c'est notre manière à nous de leur montrer dans la société, et de leur montrer qu'ils ne sont pas des sous-hommes, mais qu'ils sont des hommes à part entière comme nous autres. Et aussi dans le monde universitaire, vous avez vu, non, il y a des décisions par exemple qui vont impacter également au niveau des bourses, par rapport aux bourses. On dit même si l'étudiant n'est pas bénéficiaire, l'étudiant handicapé n'est pas bénéficiaire d'une bourse, d'accord, ou d'un secours, il bénéficie d'une aide de l'État. Une assistance obligatoire, annuelle, obligatoire. Et pour les transports en commun, par exemple, pour les bus, normalement, ils ne doivent rien payer. Ils doivent rien payer, oui. Et quand ils rentrent dans ces transports, les gens doivent se lever et leur céder de place. Lorsqu'on fait des rangs pour aller acheter des choses, quand eux ils viennent, on doit leur céder le passage. Âgées, je crois qu'on doit le faire également pour les handicapés. Ça doit rentrer dans nos habitudes. C'est vrai que hier, bon pas hier, aujourd'hui par exemple, lorsque vous prenez les pays occidentaux, comme vous l'avez donné l'exemple tout à l'heure, la façon dont ils traitent les personnes handicapées sont vraiment spéciales, très très spéciales, d'accord. Donc, également, chez nous, c'est peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude et il faut également communiquer, en tout cas, sensibiliser les populations par rapport à la chose, beaucoup sensibiliser, pour que l'on comprenne qu'en réalité,
on ne choisit pas d'être handicapé. On ne choisit pas d'être handicapé. Donc, ça peut arriver également à tout le monde. À n'importe quel moment de votre vie. Oui, à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez le devenir. Donc, raison pour laquelle également, nous devons les aider, quel qu'en soit le milieu dans lequel on se trouve et n'importe quel besoin dans lequel ils se trouvent et lorsqu'on a la capacité de pouvoir le faire, pourquoi ne pas le faire? Ça ne diminuera en rien. Laurent Roland-Tonigues, dans cette décision, j'ai remarqué que le gouvernement a dit que s'il y a des écoles qui sont des lieux d'enseignement pour les personnes handicapées, ces lieux sont exonérés et bénéficient d'assistance, de soutien informatique, tout. Les matériels qui seront importés sont exonérés. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit qu'à la rentrée prochaine, beaucoup de gens vont ouvrir des écoles pour les personnes vivant avec un handicap. Et non seulement ça va contribuer à amener des gens à sortir les enfants vivant avec un handicap dans leur maison, les sortir pour les envoyer à l'école. Parce qu'il y a beaucoup qui prenaient ça comme... Parce qu'il n'y avait pas de soutien. Qui les laissent dans l'arrière-cour. Oui, voilà, qui les laissent dans l'arrière-cour. Alors que ces enfants, il y en a parmi eux qui sont très intelligents. Qui sont très intelligents. Et quand il suffit seulement de faire une rééducation, ils vont se retrouver, ils vont faire des merveilles. Donc, quand on sort prend de telles décisions et quand c'est au sommet de l'État, franchement, il faut l'applaudir. Bon, pas applaudir avec les deux mains, mais applaudir en félicitant. Et pour dire oui, que c'est une bonne chose, continuons à croire en participant cette bonne volonté. Pour que les choses changent. Au-delà des personnes vivant avec un handicap, il y a d'autres situations. Et donc, je crois que Patrice Talon déroule son plan du hautement social. C'est le hautement social qui est en œuvre. Oui, en tout cas, en griffe. Je crois qu'au niveau des écoles, par exemple, qui existent déjà, vous avez vu, par exemple, il arrive que certaines écoles créent des classes anglaises. Oui. D'accord, des classes bilingues uniquement, par exemple. Ces écoles, par exemple, aussi intelligentes, ils peuvent créer une classe uniquement pour les handicapés. Okay. Non, mais je crois que... D'accord, ils peuvent le faire. Je crois que... au lieu de dire qu'on va accorder des facilités à des écoles qui recrutent et qui prennent les enfants vivant avec un handicap, il vaut mieux peut-être trouver la formule pour accorder des avantages à ces écoles qui acceptent certains enfants handicapés en leur sein. Et on ne va pas créer une classe à part pour les enfants vivant avec un handicap, mais il faut les intégrer dans la société pour qu'ils étudient au même titre que les autres, pour que les autres enfants aussi considèrent ces enfants comme étant des enfants comme eux. Non, le problème qui va se poser à ce niveau, le problème qui va se poser à ce niveau, c'est qu'effectivement, ils vont laisser aller au bout de cette idée. Oui, je comprends déjà ce qu'il dit. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, par exemple, quand c'est une école, et qu'ils sont toujours dans le même cadre éducatif, ils sont dans la même classe, par exemple. Mais pour les enfants handicapés, par exemple, il y a des outils didactiques qu'ils utilisent, d'accord, qui sont très spécifiques à eux. Les non-voyants. Qui sont très spécifiques à eux, de telle sorte qu'ils peuvent pas partager, par exemple. Ce que je dis est bien clair. Oui, les malvoyants, par exemple, on doit les mettre ensemble quelque part. Voilà. D'accord? Les sous-muets, on doit les mettre ensemble quelque part. Voilà. Mais quelqu'un qui est handicapé moteur, par exemple, on ne souhaite... Voilà, donc il peut être intégré. Ça se fait déjà. Voilà, donc, et maintenant, ces écoles qui acceptent ces enfants, il faut trouver la formule pour leur accorder des avantages aussi, dans une certaine mesure. Grande peut-être la cantine, la cantine est déjà gratuite, mais peut-être rendre également d'autres choses, comme les fournitures scolaires, comme la scolarité, pour ces enfants, en tout cas renforcer également une aide au niveau de ces enfants handicapés. Très bien. Et il y a aussi d'autres décisions qui ont été prises également, et voilà, dans l'ensemble. Quand même, on n'a pas pu voir venir cet hautement social, comme le disait Laurent Roland-Tonigues. Est-ce qu'il y a possibilité de s'attendre encore à ces genres de surprises hautement sociales? La loi a été votée depuis 2017. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est maintenant, on est en train de prendre les décrets d'application. Sûrement, il existe également d'autres lois, d'accord, qui concernent beaucoup plus le volet social, mais qui sont là, qui sont enterrés, qui dorment. Donc, ce serait aussi bien quand même de mettre en place, en tout cas, de mettre en place des décrets d'application pour permettre tout ce qui est matériel qui concerne les personnes handicapées, l'importation des béquilles, l'importation de... L'achat aussi, tout a été exonéré. Quand ils achètent des véhicules spéciaux pour transporter les personnes vivant avec un handicap, c'est exonéré de taxes de douane. Oui, M. Agoua, il faut reconnaître aujourd'hui que pour les handicapés motrices, c'est qu'un des handicaps motrices, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se déplacer, d'accord?
il faut dire que généralement, ce sont des gens qui n'ont pas un pouvoir d'achat en tant que tel. Leur pouvoir d'achat est très bas. De telle sorte que beaucoup ont des difficultés à aller acheter ces matériels-là. Même si on est honnête aujourd'hui, d'accord, il faut que le gouvernement crée une politique, d'accord, d'accompagnement. D'accord, même si on va leur donner et qu'ils vont payer, d'accord, par tranche, on va trouver la formule adéquate pour pouvoir permettre à beaucoup, parce que vous allez les voir, hein, on en rencontre beaucoup en ville qui utilisent des moyens précaires quand même pour pouvoir se déplacer et parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Parce que du moment où ils sont déjà marginalisés, ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de sources de revenus. Et quand ils n'ont pas assez de sources de revenus, ils auront des difficultés à aller payer, d'accord, le moyen roulant qui va leur permettre quand même de facilement se déplacer. Donc du coup, l'exonération seule ne va pas suffire. L'exonération seule ne va pas suffire. Il va falloir également, d'accord, un accompagnement, d'accord, pour pouvoir permettre au centre social peut-être de leur permettre d'acheter, d'accord, ces matériels roulants-là à des prix un peu plus abordables, à trouver une subvention par des partenaires à l'étranger pour qu'on puisse le leur donner et qu'ils puissent payer des sommes modiques quand même pour pouvoir entrer en possession. Et il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'autres handicaps qui sont énumérés par cette loi. Il y a tellement, parce que généralement quand on parle d'handicap, les gens pensent uniquement à ceux qui n'ont pas les pieds ou les mains, mais il y a beaucoup, il y a même ceux qui sont dans les centres psychiatriques, il y en a qui sont des handicapés, psychiques ou psychologiques, donc avec qui on doit traiter, qu'on doit soigner, qu'on doit mettre les moyens pour les soigner, pour qu'ils reviennent quand même à des états normaux. Je me demandais bien si ces personnes-là ils sont concernés. Bien sûr, il y en a qui naissent comme ça. D'accord. Oui, parce qu'un enfant qui naît avec des malformations au niveau du cerveau, par exemple, qui ne lui permettent pas de développer un certain nombre d'attitudes, par exemple, c'est un handicapé également. Et tous ceux-là sont pris en compte. Très bien. Tout cela doit être pris en compte. Marc Goudjano, on va tirer les conclusions rapidement, puisqu'il ne nous reste que 2 minutes. En somme, qu'est-ce qu'on peut retenir des 2 sujets dont on a débattu? Je crois que pour la lutte contre la corruption, notamment les malversations au niveau des structures d'État ou des ministères, où ces derniers temps, on cite beaucoup plus sur les PRMP, il faut diligenter des audits pour voir clair dans ces dossiers à tous les niveaux. Ce n'est pas que les marchés publics, mais il y a aussi la gestion des fonds alloués à ces ministères ou à ces structures d'État. Faire des audits, publier les résultats, sanctionner sans état d'âme. Comment vous appelez les personnes impliquées. Les personnes impliquées, qu'on les mette sur la place publique sans affinité, ne pas tenir compte des affinités. Je crois que une dame en appelant ce matin disait Vidjeme Asidjeme Réelou, Vidjeme Réelou, Asidjeme Achonkin. Et donc, sans état d'âme, à tous les niveaux, si c'est même votre frère, même père, même qui tombe dedans, livrez-le. Et ça va donner la leçon à d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont même pas peur, parce qu'ils savent qu'ils vont amasser beaucoup, aller creuser des trous dans des maisons inhabitées, aller faire la prison, devenir riche. Non, je crois que d'ailleurs même, on ferait même mieux que d'ici 5 ans, 3 ans là. Il faut changer de billet d'ailleurs même. Parce que ceux qui veulent mettre des milliards à la maison là, changeons les billets. Changeons les billets. On les met en que la BCAO change les billets. C'est que la BCAO en réalité doit 5 ans, tous les 5 ans, changer les billets. Ceux qui mettre en difficulté. Oui, ceux qui ne mettent pas l'argent dans les banques, qui mettent ça à la maison, font la thésaurisation, qui mettent même en difficulté les banques. Parce que l'argent va à la banque, ça tourne en réalité. Ça tourne, ça fait fructifier l'économie. Maintenant, quand c'est comme ça, il faut que la BCAO trouve une formule. Et je crois que si moi, je pouvais trouver les responsables de la BCAO, je leur proposerais de changer les billets tous les 5 ans. Ou bien tous les 3 ans, de changer les billets. Donc quand vous avez amassé 2 milliards, 3 milliards, vous avez mis ça sur vous vous rappelez cet ancien ministre de l'Agriculture, du développement rural dans ce pays qui a volé beaucoup de milliards, qui a mis caché. À ça, on est allé détecter, mais trop tard, on ne pouvait plus changer les billets. Si on pouvait leur faire des trucs comme ça, ce serait bien. Je crois que ça va contribuer à changer les choses. Pour ce qui concerne les handicaps, les personnes vivant avec un handicap, je crois qu'il faut féliciter le gouvernement. C'est un coup de maître, ça, il faut l'avouer. Vous avez les mains déjà ensemble, vous pouvez les applaudir. Non, c'est pas le rôle d'un journaliste d'applaudir. Vous pouvez applaudir le gouvernement. Non, je ne vais pas applaudir. Parce vous autorise à applaudir le gouvernement. Non, vous pouvez pas, c'est moi qui décide d'applaudir ou pas. Ils sont élus pour faire ce qu'ils font et pour faire bien, parce qu'ils n'ont pas de rupture. Rompre avec les anciennes pratiques. Et ça, c'est une bonne chose. Coup de maître à saluer,
mais pas de verser dans l'incitation quand même. D'accord. Comme le fait l'autre professeur. Effectivement, je vais commencer même par là pour dire que le décret d'application a été pris. On va voir, on va observer, Ouais. on va voir si est-ce que ce serait vraiment Appliqué. respecté Oui. à la lettre. Est-ce que ça serait vraiment appliqué? Ce n'est qu'en cela qu'on pourra encore revenir féliciter le gouvernement. Sans Parce qu'on aurait senti quand même, en tout cas, des efforts à ce niveau-là. Pour ce qui concerne la corruption, je crois que c'est un mal qui a sa genèse même au sein, d'accord, du pouvoir et qui a eu ses embranchements un peu partout dans les ministères, dans les directions, un peu partout. Si on commence déjà par corriger le mal à la source, par les dirigeants, est-ce que vous connaissez les salaires des ministres? Est-ce que vous connaissez les biens de nos ministres, de ceux qui occupent le pouvoir d'État? On ne connaît pas leurs biens, on ne connaît pas leurs salaires. Ça commence par là d'abord. Justement, merci. Ça commence par là. Bon, je l'ai tellement dit Ça que... veut dire que... On m'a dit que je m'acharne. Ça veut dire que c'est déjà des indices de corruption. Et qu'eux-mêmes doivent commencer par montrer le bon exemple d'abord. Ils ne constituent pas le bon exemple. Et quand vous ne constituez pas le bon exemple, vous ne pouvez pas donner d'exemple. Donc ça doit commencer par vous d'abord. Et quand ça va commencer par eux, je crois qu'on va commencer par voir les efforts qui sont en train d'être faits. Et par la grâce des choses, on va quitter pas de tortue, on ira peut-être à pas de lièvre. Marc Goudianou, merci d'être venu sur ce plateau pour donc répondre à ces questions à travers les deux sujets de ce jour. La lutte contre la corruption sous la rupture, l'espoir est-il permis, mais également sublimation de la vie des personnes en situation de handicap. Le gouvernement Talon a-t-il comblé les attentes? Merci d'être venu, Marc Goudianou. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication Info au Zénith. Le plaisir est partagé. Merci. Merci à Laurent Laurent Roland Toneikes, merci à vous aussi pour vos analyses. Et on est ensemble. Ouais. Bon. On reste ensemble. Allez. Jusqu'à la gare. Ok, vous êtes journaliste, analyste politique. Et madame, messieurs, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Continuez par partager l'émission. Si vous nous avez suivis sur les réseaux sociaux, les plateformes, likez. Et surtout, faites vos commentaires. Merci à toutes et à tous. À la réalisation, c'était Marcel Yedo. Au son, c'était Alain Alou. Et à la diffusion, Martin Toïsser. Et puis, celui qui nous a permis de vous suivre, ou du moins celui qui vous a permis de nous suivre. Et c'est bien Modeste Kondi. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien d'ici à là.